Bonsoir à tous et merci d'être si nombreux pour ce webinaire de rentrée pour nous. Webinaire qui est organisé avec l'aide de BenQ. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir François Laxalt qui va se présenter dans quelques instants. Avant qu'on lance les hostilités à proprement parler, je vous propose de faire un petit rappel sur comment se déroule ce type de webinaire. Donc, vous avez une interface où vous pouvez interagir avec nous, soit par le chat, soit par le biais des questions. J'ai vu que vous êtes plusieurs à m'avoir déjà envoyé des petits messages, des petits bonsoirs. François, oui, tu peux ouvrir ton micro. Est-ce que tu m'entends? Euh, le micro est ouvert. Voilà, très bien. Donc François va La se caméra. présenter dans quelques instants. Et je vous rappelle donc le principe du webinaire. Donc pendant 25-30 minutes, François va nous présenter son travail. Donc le sujet ce soir, c'est un travail sur deux séries. Mais avant de vous présenter ces deux séries, il va nous expliquer quelle est sa démarche photographique, quels outils et quels grands réglages il a choisi d'appliquer en ce qui concerne la couleur, puisque ça reste quand même un des sujets qui nous passionnent. Voilà. Suite à cette présentation, il y aura un petit break, alors ce que j'appelle la page de pub, où je vous parlerai des offres spéciales qui sont mises en place avec notre partenaire pour ce soir qui est DxO, qui est un revendeur basé en région parisienne mais qui couvre tous les pays francophones en Europe. Et ensuite, on passera à une session questions-réponses. Donc, au fil de l'eau, vous pouvez m'envoyer des questions. Moi, on ne va pas y répondre. Je les regroupe. Hein, je suis votre modérateur. Je les regroupe et au moment opportun, c'est-à-dire dans la partie questions-réponses, eh bien, on posera des questions à François sur son travail, ses choix, pourquoi il a fait comme ça, euh, et d'autres questions qui vous viendront peut-être à l'esprit. Je ne sais pas si on pourra tout passer, mais l'idée c'est présentation 30 minutes, un petit break de 2-3 minutes, et ensuite on aura donc 15-20 minutes de questions-réponses pour terminer normalement vers 19h30. Et dernier truc, il y aura deux petits sondages, simplement pour voir un petit peu votre état d'esprit par rapport à deux questions qui trottaient dans nos têtes à François et à moi-même. Je laisse la place à François, je te laisse te présenter et puis faire ta présentation. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir et merci à vous de nous suivre. À bientôt. Merci Hervé, puis du coup merci à tout le monde d'être sur ce webinaire. Donc moi je suis François Laxalt, je suis photographe, je ne suis pas que photographe, mais je suis beaucoup photographe. Et je voulais remercier aussi Hervé de me laisser l'opportunité de partager un petit peu comment je traite toute la couleur. On s'est rencontrés à Arles cet été, où du coup j'ai exposé les deux séries, dont on va voir un petit peu le fonctionnement et les réglages tout à l'heure. Donc voilà, c'est un plaisir et c'est un honneur de discuter de tout ça. De mon côté, j'ai commencé la photo et on va dire l'art un petit peu en général il y a une quinzaine d'années. Ça m'est tombé dessus par hasard, je ne sais pas pourquoi. Et je travaille à la fois donc de la photo et puis également des mobiles. Je vous montrerai quelques exemples. Mais le tout est vraiment orienté pour moi entre la forme et la couleur. Euh, et c'est ce qui vraiment me motive dans mes séries photos et dans mes mobiles, beaucoup plus que des choses qui seraient du reportage ou du studio. Et donc vraiment, je recherche les formes et les couleurs. Donc ça fait 15 ans que je fais ça. Je vais partager mon écran. Je vais attendre pour être sûr. Voilà, je pense que là, vous voyez mon écran. Donc, je suis sur Lightroom, j'y reviendrai sur les outils tout à l'heure. Ça, c'est une série Prayers. On verra en détail tout à l'heure, euh, effectivement, pourquoi et comment je traite la couleur, pour vous montrer un petit peu les différents travaux que je fais. Tout ce que je fais est vraiment orienté sur capter dans la vie du quotidien des formes, des couleurs qui, à un moment donné, par la répétition, vont faire des projets. Donc, je dis souvent que je veux essayer de réenchanter le monde, mais tous mes projets photos, si j'en montre un second, euh, c'est vraiment capter dans la vie de tous les jours des choses qui, mises dans un cadre, peuvent faire un peu rêver les gens. Là, ce que vous voyez, c'est un mur et c'est une énorme moisissure qui fait 3 mètres de long.
Sauf que quand vous l'avez en photo dans un cadre, ça ressemble, j'espère que ça ressemble à une grande colline. Donc ça, c'est aussi un projet que j'ai exposé et qui, voilà, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à des paysages. Et moi, ce que je veux, c'est qu'après avoir vu les photos, voilà, les spectateurs puissent, dans la vie de tous les jours, prendre le métro, voir des mains et des prières, regarder sur les murs, voir, là, c'est de la boue, mais peut-être voir des îles et des palmiers. Et donc voilà, il y a toujours ce travail-là autour de la forme et des sujets pris dans le quotidien pour illustrer. Alors là, pour le coup, on n'est pas dans la couleur, mais on est bien dans la forme. Euh, voilà, j'ai toute une série sur du coup, sur des auteurs à l'élastique, mais extrêmement simplifiés et stylisés. Donc là, vraiment, c'est presque comme au trait, hein, comme un stylo. Et puis un autre exemple, et là aussi, j'y reviendrai sur comment je traite la couleur sur cette série qui s'appelle Sambazuru, où là c'est intéressant en termes de couleur, puisque la couleur fait presque tout. Les images sont quasiment bichromiques, quasiment. Les noirs sont pas parfaits. Mais par contre, la couleur est homogène sur toutes les photos. Donc là, c'était un challenge. Et puis juste pour le plaisir, alors j'ai pas encore fait des belles photos de tous les mobiles que je fais, mais quand je dis que je fais des mobiles, c'est pas les téléphones. Pour ceux qui connaissent, et ça peut ressembler à ce que faisait Calder. Et finalement, vous retrouvez un petit peu aussi l'esprit de mes photos. Vous retrouvez mon chat aussi, là, si vous arrivez à voir le chat. Donc, des mobiles d'intérieur, d'extérieur, des grands et des petits. Mais voilà, à chaque fois, ça reprend toujours cette idée de forme et de couleur. Et puis pour terminer, alors là vous ne me voyez pas, mais j'ai fait une photo ce matin de mon bureau atelier où je travaille. Et donc, vous voyez un petit peu, je vous montrerai avec la webcam tout à l'heure, mais voilà, j'ai à la fois des endroits pour l'imprimante, la partie photo, un peu la partie établie. Et ça, voilà, c'est mon environnement de travail. Ce qui m'amène à la partie un peu quels sont les outils et les réglages que j'utilise. En termes d'appareil photo et de boîtier, je ne vais pas vous en montrer un parce qu'il faudrait que je vous en montre 10. J'utilise beaucoup. Ça dépend. Chaque projet a souvent à son appareil photo. Donc ça va de petits numériques à des numériques très experts ou à de l'argentique ou des moyens formats argentiques. Ça dépend vraiment des projets photo. Après, en termes de logiciel, bah, moi j'utilise Lightroom principalement. Je suis très nul en Photoshop. Je vous montrerai quand même rapidement Photoshop tout à l'heure, mais voilà, pour moi, Lightroom, c'est l'outil de la photographie. Mon approche de la photographie, elle ressemble quand même à ce qu'on faisait en développement argentique. Donc, Lightroom me convient parfaitement. Et puis après, quand voilà, on fait la photo, pour moi, une photo, elle existe vraiment quand elle est imprimée, voire encadrée. Et donc, il y a l'importance ensuite de toute la chaîne graphique pour la couleur. Là, sur la photo de mon bureau, vous voyez l'écran qui est là, enfin, deux écrans, il y a un notebook et un écran BenQ. C'est super important d'avoir des écrans calibrés. Alors, sur un notebook, ça marche mal, hein. La calibration, ça marche mal. C'est assez moyen. Donc, si vous voulez avoir un résultat homogène entre ce que vous avez sur l'écran et ce que vous avez sur les tirages, bon, faut des écrans photo. Il y en a à tous les prix, hein. Après, ça peut effectivement aller un petit peu plus cher pour les écrans très professionnels. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est la calibration. Moi, j'ai passé au début beaucoup de journées de galère à ne pas avoir sur les impressions ce que j'avais à l'écran. C'était souvent beaucoup plus sombre et j'ai gâché du papier, beaucoup d'énergie. Et voilà, depuis que je suis passé à la calibration et avec une sonde, ça match parfaitement. Petit réglage parfois. Donc, je ne sais pas si je vais pas montrer, mais voilà, moi j'ai une petite sonde qui est vraiment X-Rite, qui est vraiment facile à utiliser. Il y a plein de sondes, là aussi, un peu à tous les prix. Je suis pas un pur technologue, moi je suis un artisan, donc je pense pas qu'il faille toujours aller dans tout ce qui est le plus cher. Si vous n'êtes pas habitué, il faut mieux commencer par les choses simples, mais c'est vraiment important. Et puis les écrans notebook, bah, ça marche pas bien, quoi. Dans Ils une sont pas faits pour ça, en fait, hein, tout simplement, hein. Et c'est pour ça que c'est important de garder quand même le portable avec son écran de portable, parce que c'est le côté mobilité. On peut s'en servir même comme un book si tu vas voir
quelqu'un pour présenter ton travail, tu peux pas emmener un 30 pouces sous le bras. Et donc le portable, il a cet intérêt. Par contre, pour tout le travail de retouche, ils sont en fait pas faits pour ça parce que les écrans graphiques consomment un petit peu plus et sont pas la qualité qu'on a sur un écran de bureau est toujours de qualité, hein, comme le BenQ SW 321C là, que tu as, elle est toujours meilleure que celle d'un portable tout simplement parce que le portable il est fait pour consommer peu d'énergie. Sinon, on mettrait à genoux sa batterie. Et donc, c'est des écrans qui sont en retrait technologiquement, notamment sur le rendu des couleurs et la profondeur des noirs. Mais ça, si vous comparez, vous avez deux écrans côte à côte, vous vous en rendriez compte vous-même. Mais c'est très intéressant ton retour, François. Alors, juste pour tout le monde, François, il a décidé d'être là incognito, donc il a mis un faux nom. Donc, Franck Ronce, c'est bien François Laxalt, mais Oui. voilà, comme il est un peu piquant, il a décidé de s'appeler Franck Ronce ce soir. C'est Et mon je nom te complet laisse sur Internet. continuer. Voilà, vous savez tout. Oui, oui, la calibration, même sur un notebook, même si on le calibre avec une sonde, la différence entre les deux écrans, elle est notoire, quoi. Donc voilà, pour la retouche, il faut avoir un écran dédié. Encore une fois, il y a plusieurs gammes de prix, hein, mais c'est super important. Après, pour moi, si je peux déplacer la webcam juste pour montrer, là, c'est un exercice un peu. Ben moi, j'imprime la majorité, enfin tout ce qui est dans des formats raisonnables, je l'imprime chez moi. Donc moi, j'utilise une Attention, Epson. pour l'instant, on a la photo de ton espace de travail. Donc, si tu veux Ah, montrer oui, pardon. avec ta Alors, pour moi, webcam, l'écran peut-être. nickel. Alors là, on la voit. Ouais, c'est bon. Voilà, pardon. Et donc voilà, j'ai une Epson SCP 800 qui fonctionne très bien. Petit truc, moi j'ai glissé sous mon bureau, donc j'ai mis un petit meuble avec des roulettes que vous voyez pas et des bloquants sur les roulettes, ça fonctionne très bien si vous n'avez pas beaucoup d'espace. Euh, du coup, je suis revenu ici. Donc là, vous me voyez, je pense. C'est ça. Et puis après, des fois, moi, j'ai pas mal de questions. On me pose des questions sur les éclairages. Donc, j'ai pas une petite lampe avec un éclairage normalisé. Mais j'ai au plafond un éclairage que vous voyez pas sur la copie d'écran, mais qui me permet d'avoir une bonne température de couleur. Euh, et ça fait pour moi, en tous les cas, ça fait très bien le job. Euh, Quoi d'autre sur les outils et les réglages? Si vous devez calibrer les écrans, il y a plein de littérature, ça peut devenir très compliqué. Moi, je dirais les deux critères simples, c'est le critère de la luminosité, qui est un nom très compliqué que Hervé pourra vous donner, mais moi, je la mets à 100, ce qui est un bon réglage pour avoir les tirages qui ont à peu près la même luminosité que sur l'écran. Et puis, température de couleur, moi, je suis à 6250. Voilà. Et puis il y a un site qui est très bien fait, le site d'Arnaud Fritsch. Je crois qu'il a fait un webinaire aussi dans ce même contexte, autour des écrans, des sondes et de la calibration, et c'est très didactique. Voilà pour cette partie un peu outils et réglages. Je pense avoir rien oublié. Donc je vous propose de basculer sur la première série Prayers. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon, c'est apparu. Donc en fait, cette série, elle est venue. Moi, j'habite à Paris. Je prenais avant le coronavirus le métro tous les jours, et moi, je cherche des sujets dans ma vie de tous les jours pour pouvoir voilà, faire des projets tout en ayant voilà, d'autres activités. Et un jour, je regardais la personne en face de moi et j'ai vu la photo qui est en haut à gauche. Je ne sais pas si vous la voyez bien, elle est un peu petite peut-être chez vous, mais qui ressemblait pour moi vraiment à une prière. Et ça a attiré mon attention. Et puis, le jour suivant, j'ai vu d'autres mains comme ça, toutes jointes. Alors, il ne faut pas se mentir, dans le métro, soit on joue à Candy Crush, soit on fait rien. Et si on fait rien, les mains se relâchent. Et pour moi, ça ressemble vraiment à une prière. Et là, j'ai commencé ensuite du coup, à chercher une façon de photographier discrètement les personnes, puisque je ne demande pas l'autorisation, je m'assois en face d'elles. Donc voilà, il y a un petit dispositif pour arriver à faire les photographies sans demander l'autorisation, moins pour l'autorisation que pour garder le caractère des mains. Je vais en dérouler peut-être quelques-unes pendant que je parle, mais
Si je demandais aux personnes, les mains changeraient, les tensions changeraient, donc je ne demande pas. Et du coup, il y a un travail sur la couleur qui est d'abord un travail à la prise de vue, dans la mesure où effectivement je vois euh, des bleus, je vois du très sombre, comme sur la photo qui va apparaître, mais des mains qui sont magnifiques, du jaune, là il est très pétant, mais il était très pétant comme ça, donc je l'ai gardé. Et donc si je reviens juste en arrière, les photos, je les présente ensuite soit de manière individuelle, soit sous cette forme de patchwork que je fais de manière unique et j'essaye de faire résonner les couleurs, les clairs, les sombres et les couleurs pour avoir un rendu, que ça donne quelque chose, une émotion. C'est pas toujours facile. Donc sur ce projet, je l'ai fait pendant 2 ans. Je continue de temps en temps, mais de manière assez assidue, je l'ai fait pendant 2 ans. Je vais vous en montrer quelques-unes avant de regarder un peu comment je les traite. Donc il y a toujours de la couleur. Là, ce qui était important, c'était la couleur des mains et le fil blanc, par exemple, sur cette photo-là, que je trouve extrêmement intéressant. Et puis sur toutes les photos, j'essaie de garder les mains d'une forme en V, et donc d'où le choix du format carré par ailleurs. Les couleurs sont toujours assez délicates sur les habits la plupart du temps, et puis des fois il y a des détails comme là l'ongle rouge qui ressort et qui donne du caractère à la photo. Et puis des fois, c'est les textures. Là, c'est la couleur et la texture avec le manteau fripé et les mains fripées. Je vais avancer pour vous en montrer deux autres. Vous voyez, là, on est sur un rendu qui ressemble beaucoup à la peinture. C'est pas du tout voulu, c'est à la prise de vue. Euh, il y aura peut-être des questions sur la prise de vue et sur l'éclairage, hein, parce que les photos peuvent ressembler à des photos de studio parfois. Euh, dans le métro, les éclairages sont toujours si je dis homogène, c'est un peu exagéré. Mais il y a toujours l'éclairage du plafond et il y a toujours un éclairage par la fenêtre, parce que je fais les photos quand le métro est à l'arrêt. Donc il y a toujours au moins la même direction des éclairages. Après, au plafond, c'est pas toujours les mêmes lumières, donc il y a un travail d'homogénéisation. Euh, voilà, encore une. Et puis si je passe à la suivante, vous voyez celle-là, je vais vous montrer la photo, juste après, je vais vous montrer la photo native, celle que j'ai prise dans le métro. Moi, j'aimais beaucoup quand je l'ai prise, si on bascule directement, j'aimais ces mains qui sont assez imposantes, et le rappel entre les mains qui étaient rouges, elles sont trop rouges en l'occurrence, et cette chemise vert, jaune, et puis le pantalon qui est bleu. Euh, et je sais pas, vous, je pense que vous voyez toujours. Je vais vous montrer ça. Est-ce que ça marche comme ça? Des fois, je On voit m'amuse à très travailler bien, avec la, on voit très bien et c'est avec intéressant la de les avoir moléculaire. en assez grand format comme ça, hein, c'est bien. Tu as la Ouais. possibilité d'enlever la partie haute, là, il y a une petite bande blanche en haut de ton écran peut-être? Sélection, mes Non, catalogues, non? Ok, je sais pas le faire. d'accord, non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais On ouais, ouais, tu regarde. peux en passer comme ça quelques-unes en vue, c'est super. Voilà. Alors, je reviens ici. Donc voilà. Donc typiquement, ça c'est une photo. Ça c'est la photo native que j'ai prise dans le métro. Et le travail, le premier travail, c'est le cadrage, hein, parce que ça passe en carré. Et puis ensuite, c'est quelle émotion rend les couleurs. Là, les mains sont trop rouges. Euh, c'est sûrement un défaut à la prise de vue. Les mains étaient un tout petit peu rouges. Et donc, en fait, si je reviens dans Lightroom et que je me mets dans la partie développement, je pense que vous allez. Le fichier est introuvable. Ce serait une bonne idée. J'ai un petit message qui dit que le fichier est introuvable, mais je pense que vous le voyez quand même. Ça devrait aller. On voit. Ouais, mais j'ai un petit problème. Je ne vais pas pouvoir voir les réglages. L'effet du direct. Je On peut vérifie prendre une tout. autre photo. Non, mais si le fichier est introuvable, vu que c'est sur un disque dur externe, ils seront tous introuvables. Ah, Euh, je vérifie avec une deuxième. Alors, Hervé, si tu peux meubler 30 secondes, je vais il n'y a pas de voir. souci. Parce que, comme en fait j'ai déjà eu quelques questions, donc je vais faire apparaître, tu peux cacher ton écran. Ouais, Comme ça, je ne sais pas ce que vous voyez de mon écran. Là. Ouais, mais c'est bon, mais c'est mon disque dur qui s'est déconnecté. Je vais essayer de le reconnecter, je ne sais pas pourquoi. pas de souci. Alors, il y a plusieurs Vas-y, vas-y. questions auxquelles je peux déjà répondre.
on passera dans la session questions-réponses sur les choix. Pourquoi François il choisit de se mettre à 6250 Kelvin. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Est-ce que tes appareils sont caractérisés avec un profil personnalisé en utilisant une charte color checker? Alors pour mémoire, une charte color checker, ça ressemble à ça, hein. Eh bien non, parce que pour ce travail-là qui a duré 2 ans, François, il travaille en lumière naturelle du métro et il fait sa retouche après coup. Par contre, on est en train de travailler peut-être sur une de ses prochaines séries où il intégrerait les chartes dans son travail, mais c'est lui qui choisira. Ça fait partie peut-être d'un prochain projet. Mais pour cette série, il n'y a pas eu d'utilisation de chartes. Et donc tout le travail, justement pour harmoniser la série, c'était pas toujours évident. Et il y a même un petit secret que François avait partagé avec moi il y a très peu de temps, c'est qu'il y a certaines lignes de métro où l'éclairage est catastrophique par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il y a une certaine stabilité de manière générale sur une grande partie des lignes de métro. Et c'est laquelle? C'est la 12, c'est ça? Ou la 4? Non, la 4, il y en a d'autres, hein, mais les automatisés, sur la 1, ça va encore, mais la 4, c'est pas possible parce que l'éclairage scintille. L'éclairage scintille et ça pourrit tout au niveau du travail des photos derrière. Donc, on est vraiment, en fait, sur ce croisement. Le travail sur la lumière et la couleur dépend énormément des conditions de lumière et d'éclairage. Mais on reviendra dessus peut-être à un autre webinaire, c'est pas le sujet ici. Alors, et tu as montré Ouais. un cercle avec des couleurs, apparemment, c'était quoi le travail? Hervé, Oui, Hervé, j'ai reconnecté mon disque dur, je sais pas pourquoi il s'était déconnecté, donc eh ben je parfait, sais pas mais si je te ça laisse reprendre. a caché mon écran. Non, là, on le Moi, voit, ton écran. vous voyez, d'accord, mais moi je vois plus la caméra, mais si vous voyez, c'est parfait. Donc ça, c'est la Par contre, photo. toi, tu as disparu. Je ne sais Oui, pas pourquoi. d'accord. Bah, la vie est compliquée. Alors, caméra. J'essaye de. Bah, j'ai disparu. Bon, en même temps, pour le moment, je C'est pas montre les grave, c'est photos. Donc, bien, c'est bien. Montre ton écran, là, voilà. Oui, c'est très bien. Vous m'avez assez vu. Ça, c'est la version. Bah, c'est revenu, je crois. Ça, c'est la version finale. Donc, si je recompare les deux, en fonction justement de vos écrans et de la calibration, peut-être. Mais ça rame un peu. Voilà. Donc, les mains. Si je reviens du coup sur la photo finale, de temps en temps, quand il y a des gros points ou des petites choses à enlever, je le fais en Photoshop, mais sinon je le fais en Lightroom. Et là, typiquement, je travaille sur Lightroom avec un vignettage. J'ai mon Lightroom qui rame un peu, donc je n'y vais pas trop vite, mais j'applique du vignettage automatisé parce que l'idée c'est de ramener le regard vers les mains qui sont en général au centre. Donc voilà, tout le vignettage je le fais en Lightroom, je ne vais pas trop le violenter. Donc les critères qui seront en bas dans les critères Lightroom. Et puis après, je travaille au pinceau un peu à l'argentique, et donc j'applique des réglages très locaux qui vont apparaître. Je voyais un écran noir. Oui, pour l'instant. Euh, ouais, alors j'ai l'impression qu'il n'est pas très en forme. Voilà, donc en fait, vous allez voir apparaître dessus. Je ne sais pas si vous voyez là les zones rouges, si ça se voit bien à l'écran, mais les zones rouges sur lesquelles dans ces cas-là, désaturé. Majorité Saturation, jouer ça sur la fait température de couleur et la teinte. On le voit, ouais. Mais par contre, c'est un peu lent, donc je vais y aller, voilà, je vais y aller doucement. Mais donc, je travaille localement en général sur les mains. Là, il y a un travail aussi sur la chemise ou le t-shirt, je ne saurais pas ce que c'est. Et puis, j'ai travaillé, ça va apparaître. J'ai à la main retravaillé le vignage. Parce que dans le métro, je vais vous montrer sur une autre photo, bah, des fois, on ne maîtrise pas, il y a le sol, il y a un cartable, il y a quelqu'un à côté.
Et donc le vignetage me sert aussi à garder l'esprit de la couleur et à ramener le regard vers ce que je veux. Si je bascule sur une autre photo, je crois une des photos que j'avais données dans l'invitation, ça c'est la photo avant. Et pour illustrer ce que je disais par rapport au travail sur la couleur et de ramener le regard vers la couleur et vers le centre, là typiquement il y a quelqu'un à côté qui est avec un manteau de Chewbacca. Et forcément, moi quand j'ai vu cette personne-là, ben, je me suis assis en face d'elle parce que les mains sont absolument magnifiques. Euh, mais après, voilà, à la prise de vue, je mets les mains au centre et après je retravaille. Donc là, si on regarde la version finale, deux, j'ai éclairé les mains et je les ai un peu réchauffés, j'ai ravivé le rouge aussi, et j'ai foncé le manteau François, euh, quand tu fais blanc une action qui était sur importante dans Lightroom, de manière à ce ça ralentit qu'effectivement le énormément et regard il y a des reste, que ça gros donne. soucis de son. François, quand tu fais une action dans Lightroom, donc ça ralentit énormément, il y a des gros soucis de son. Donc, quand tu fais une action dans Lightroom, il faut que tu poses la parole un petit peu. Et là, pour l'instant, on ne voit pas, par exemple, les effets que tu as pu appliquer. Voilà, là, on a zoomé. Ouais, oui, alors on va voir, je vais essayer d'aller lentement ou peut-être qu'il faudrait que je ferme mon Lightroom. On va décider ça sur la prochaine photo. Mais effectivement, voilà. Là, vous avez la photo finale. Donc, du coup, par rapport à ce que je disais, il y a vraiment un gros vignettage sur la partie en haut à gauche, de manière à masquer ce manteau qui était blanc. Parce que moi, voilà, je voulais vraiment faire ressortir les mains. Et puis après, il y a un travail aussi local de la luminosité et de la couleur sur les mains. Euh, Encore une fois, l'idée, c'est d'équilibrer, c'est pas de fausser la couleur des mains, mais de l'équilibrer par rapport à la couleur dominante qui est là du rouge. Et donc, voilà, il y a tout un travail qui permet de faire en sorte que on voit les mains. L'idée, c'est que dans toutes ces photos, c'est qu'on soit capté par les mains et qu'ensuite, grâce au vêtement qui est coloré, on voyage dans le corps de la personne. Et comme on n'a pas la tête, l'idée, c'est quand même de l'imaginer. Et à Arles, il y a des personnes qui sont passées pour essayer de raconter la vie des personnes qui ne voyaient pas, des ostéopathes, des psys, qui voilà, se projetaient dans le vie des gens. Et c'est l'intérêt de commencer par les mains et de remonter sur les vêtements de couleur. Pour améliorer un tout petit peu la bande passante, je te propose de couper ta caméra tant que tu es sur Oui, Lightroom. Et après, tu réapparaîtras. je pense que là, c'est coupé. Super. Alors, euh, voilà pour cette partie prayers. Je vais passer à Saint-Bazourou et du coup, je vais regarder sur mon écran de contrôle au fur et à mesure pour attendre que vous ayez l'image. Donc, Saint-Bazourou, c'est la deuxième série que je voulais partager avec vous. C'est bon, c'est arrivé, super. Alors là, c'est complètement différent, comme je le disais en introduction. La couleur, elle est extrêmement importante, pourtant il n'y en a qu'une. Puisqu'en fait, je fais ce sont des photos d'oiseaux, de grues en particulier, enfin essentiellement et uniquement des grues, que je photographie sur des ciels d'hiver. Je vous montrais les photos de départ qui sont des ciels très blancs, très laiteux, et que je modifie. Donc je les passe en noir et blanc, vous verrez tout ça. Et puis ensuite, je fais un travail de remplacement de couleur là dans Photoshop, de manière à obtenir cette couleur qui, sur toutes les photos, je vais peut-être basculer, je vais essayer de basculer sur la bibliothèque, de voir si ça s'affiche correctement. Sur toutes les photos, voilà, je pense que vous les voyez, j'ai exactement la même couleur. Pourquoi cette couleur-là? Je voulais une couleur japonisante parce que la grue est un animal symbole et totem au Japon. Et il y a toute une histoire autour des grues en papier, en particulier ce qu'on appelle le Sambazuru. Un Sambazuru, c'est 1000 grues en papier qui sont mises sur un fil. Et quand on a fait un Sambazuru, on a le droit de demander aux dieux ce qu'on veut. Ils sont censés exaucer le vœu.
Et pour vous parler peut-être en 1 minute de l'histoire, je vais la mettre un petit peu plus petit, de Sadako. Non, ça va pas, ça va être trop petit. Une petite japonaise qui s'appelle Sadako Sasaki, c'est une histoire que tous les enfants japonais connaissent. Elle était à Hiroshima, il y a eu le bombardement, elle a été sauvée, enfin la seule de sa famille qui a survécu. Et puis à l'âge de 11-12 ans, elle a développé une leucémie, elle est partie à l'hôpital, et puis son grand-père lui a parlé du Saint-Bazourou. Et cette petite fille, pleine d'énergie, a décidé de faire 1000 grues en papier pour demander à guérir. Et elle en a fait 1, 2, 3, 10, 100, 200. C'était la pénurie de papier. Elle a ramassé les papiers par terre, dans les poubelles, un peu partout. Et malheureusement, elle est morte à la 644e grue. Donc c'est triste, mais ses copains de classe ont terminé le Saint-Bazourou. Elle a été enterrée avec le Saint-Bazourou. Et aujourd'hui, au Japon, chaque école, chaque année, fait un Saint-Bazourou pour, pour ensuite la porter à Hiroshima, à un mausolée. Et donc moi, je voulais, si on revient sur le sujet de la couleur, euh, garder cet esprit japonais, retrouver l'esprit de l'encre de Chine. Là, on le voit pas trop sur l'écran, mais il faut voir les tirages. Il y a un vrai travail sur le tirage. Et avoir cette couleur très japonisante. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé cette couleur. Et donc, la série, là, je ne vais pas vous la dérouler, ce n'est pas l'objectif, mais j'ai 36 photos au total. Et si on fait la somme des nombres de grues sur les 36 photos, j'arrive à 1000. Donc, en fait, j'ai refait le Saint-Bazour. Je vais en dérouler quelques-unes pour que vous ayez un petit peu l'esprit, puis ensuite on va regarder comment je fais ce traitement particulier de la couleur. Est-ce que Pour tu es ceux qui auraient d'accord des questions, Est-ce que tu es d'accord si je dis que là, en fait, c'est une mise en abîme de la couleur avec un choix, bien sûr, d'une teinte, et tu as à ramener la photo à un essentiel qui est la forme ici, mais avec un ton hein, de fond. Donc d'un côté, on a vu que sur la série Prayers, il y avait un travail qui mettait en avant des choix de couleurs, et ici, on a une harmonie sur un choix monochrome, en fait, presque, pour faire ressortir les formes des grues et puis toute la symbolique qu'il y a autour de ce projet Saint-Bazour. oui, du coup, c'est un peu paradoxal parce que la couleur, on va dire qu'il n'y en a qu'une. C'est pas complètement monochrome, hein. Je garde des détails dans les noirs que vous voyez peut-être pas sur vos écrans là. Mais, Oui, bien sûr. ouais, mais du coup, la couleur, elle est hyper importante. J'ai beaucoup cherché la bonne couleur parce que trop jaune, c'est pas beau. Trop blanc, ça rend pas grand-chose. Et donc, la couleur, voilà, il n'y en a qu'une couleur en vrai, mais elle fait la série. Et je voulais vous montrer, ça, c'est une des photos de la série, donc du Saint-Bazourou. Et je voulais vous montrer un peu le process. La photo de départ, je vérifie dans mon écran de contrôle. La photo de départ, c'est ça. C'est des photos que je prends à 4 heures de l'après-midi. Les grues sont à contre-jour, donc les ciels sont, voilà, c'est des ciels d'hiver, c'est décembre, janvier, donc ils sont très blancs ou très légèrement bleus. Et donc, partant de là, j'ai tout un process. Je commence par le passage en noir et blanc. Donc, je pars d'une photo en couleur parce que je garde plus de détails sur la couleur pour passer à du noir et blanc pour revenir sur la couleur. C'est quand même une démarche un petit peu originale. Et quand j'ai cette partie noir et blanc en Photoshop, je vais pardon, partie en noir et blanc dans Lightroom, je vais dans Photoshop. Là, vous avez, là, j'ai déjà préparé un petit peu. Ça, c'est la même photo dans Photoshop. Et ce que je fais, j'ai plusieurs techniques, mais la technique la plus simple à vous montrer, je fais une sélection de la plage de couleurs. Donc là, je sélectionne les blancs. Je vais attendre que ça arrive. Voilà. Donc là, j'ai la sélection des blancs. Et ensuite, je remplis avec une couleur remplie. Excusez-moi. J'ai les menus qui sont cachés par le. Je refais. J'y arrive. Voilà. Je remplis par la couleur que j'ai trouvée. Et qui, encore une fois, est vraiment calibrée pour la sortie sur papier. Et donc, derrière, je me retrouve avec voilà, cette photo. Alors, elle n'est pas finie, en l'occurrence, c'est pas aussi simple que ça, parce que pour avoir le rendu en creux de Chine, il faut que les contours soient hyper nets et pas flous. Donc, il y a un travail derrière sur la netteté.
Mais en gros, le principe, c'est ça, c'est que je passe en noir et blanc pour pouvoir ensuite appliquer cette couleur qui fait l'esprit de la série. Et au départ, pour être honnête, hein, j'avais essayé en noir et blanc, et en noir et blanc, on avait vu plein des photos d'oiseaux en noir et blanc, c'est plutôt dur, je trouve pas ça très poétique, et c'était pas du tout dans l'esprit japonais et dans l'esprit du Sambazo. Si je reviens sur Lightroom pour juste un dernier exemple, ça c'est une autre photo de la série. Donc j'intègre des éléments végétaux et autres pour rythmer quand je les présente. Ça, c'est la version noir et blanc. Et pourquoi je garde les versions noir et blanc? Parce que, alors là, on n'est plus dans le traitement numérique, mais on revient à l'argentique. Je fais faire des tirages argentiques à partir des noirs et blancs que je colore en les passant dans des bains de thé, du thé noir japonais en l'occurrence. Donc là, voilà, c'est une autre approche de la couleur. Je ne cherche pas à avoir la couleur pure et parfaite que j'ai sur l'ordinateur, mais ça, voilà, ça rajoute une couche peut-être un petit peu plus émotionnelle. Donc c'est une autre façon d'aborder la couleur. C'est chouette. Voilà pour cette courte présentation un petit peu du travail autour de ces deux séries et de la couleur. Ce que je pourrais dire, c'est que enfin, pour moi, la couleur, c'est fondamental. C'est la couleur et la forme que j'ai vraiment, je disais un petit peu au début, mais j'ai galéré beaucoup quand je faisais mes impressions entre ce que je voyais à l'écran, parce qu'on passe du temps à trouver la bonne couleur qui va bien, les correspondances, et ce que je voyais à l'impression. Euh, et voilà, et depuis que j'ai calibré mon écran et ainsi de suite, je peux me concentrer sur la partie artistique et oublier la technique. Ce serait un petit peu mon conseil. Merci. Voilà pour ma partie. Super. Est-ce que tu veux nous en montrer quelques autres là, de la série Sanbazuru? T'en as Je ou peux. Elles sont là. deux ou trois? Bah après, alors je vais en montrer des différents du coup. Bah voilà, en voilà une. Allez. Est-ce que Alors, souvent j'ai la question, on me dit ouais, mais tu dois prendre 2000 photos par jour et trouver après dans les photos ce qui t'intéresse ou des formes. C'est le contraire, hein, c'est-à-dire que je suis toujours au même endroit et les vols de grues arrivent et avant d'atterrir, ils se déforment, les grues se séparent et moi je vois des choses. C'est comme dans les autres séries, moi je vois des trucs dans la vie de tous les jours que d'autres ne voient pas toujours. Je les prends en photo. Donc là, typiquement, certains pourront y voir une tête de chien ou de loup, j'en sais rien. Euh, Moi, je l'ai vu. C'est-à-dire que le vol a commencé à se déformer, j'ai vu apparaître quelque chose et j'ai pris la photo. J'en prends assez peu. Ouais, ça, c'est une photo, bah, du coup, quelqu'un qui est passé à la galerie à Arles cet été m'a contacté il y a 3 jours parce qu'il voulait l'acheter. Je vais l'expédier tout à l'heure. C'est pour ça que je vous la montre. Des photos un petit peu différentes. L'endroit où je prends les photos, il y a aussi des fils électriques. Donc voilà, ça me faisait penser à des portées musicales. Donc j'ai fait aussi tout un travail en intégrant des éléments un petit peu étrangers, des végétaux. Je déplacerai en Photoshop au cas où il y aurait la question. C'est ma petite contrainte à moi. Et puis voilà, j'intègre aussi des éléments du mobilier urbain, même s'il n'y a pas beaucoup de lampadaires à cet endroit-là. L'idée, c'est quand même d'arriver à rendre une émotion au travers. Voilà, c'est une forme très simple et une couleur. Merci beaucoup. Et voilà. J'ai plusieurs questions qu'on te posera dans la session questions-réponses. Si tu es d'accord, je vais montrer moi ce que j'avais Ouais, préparé pour tout de suite. oh là là, j'en ai aussi. Bien sûr. Et parce que tout le monde, ma fille vit depuis 6 ans au Japon, à Nagoya, donc je connais un petit peu quand même la culture. Et c'est moi qui lui avais filé le virus du Japon. En ce qui concerne le webinaire, ce qu'on fait toujours traditionnellement dans notre webinaire, c'est grâce au partenariat qu'on a avec le revendeur qui s'est associé à cet événement, des petites offres spéciales pour ceux que ça intéresse. Il n'y a aucune obligation. Donc là, je vais vous faire la petite partie, entre guillemets, page de pub. Est-ce que tu peux me redonner la main en tant qu'organisateur pour que je puisse présenter mon quelque part? Oui, mais il faudrait que je sache comment faire. Changer le Pardon, présenteur. C'est ça bon. va.
C'est bon? Ouais, ça va arriver. Ça doit être bon. Alors, ça va être très simple, c'est ça. Très- Et ici, donc simplement, puisque c'est quand même une question qu'on nous pose souvent, c'est quels sont les conseils en termes de calibrage? Alors, on ne le voit pas, évidemment. Alors, je vais arrêter de montrer l'écran, remontrer l'écran. Cette fois-ci, ça va être le bon. Je vais faire voilà. Un peu plus simple comme ceci. Je vais choisir une fenêtre. Mhm. Celle-ci. Voilà. Donc, tout simple conseil, hein, puisque avec les écrans BenQ, ce qui est intéressant, c'est de les calibrer. Pour les calibrer, et on va venir sur tes choix aussi, l'idée, c'est de calibrer son écran une fois par mois. Pourquoi? Parce qu'un écran, il bouge. Après avoir attendu 25 minutes, pourquoi? Parce qu'il faut qu'il monte en température. Les bons réglages, ou un des bons réglages, parce qu'il y en a plusieurs pour la photo, ce serait de se mettre à 100 candela par mètre carré. Ça, c'est la luminance, c'est la quantité de lumière émise par votre écran. Et François, lui, choisit de se mettre à 6250 Kelvin. Il faut savoir que ce qu'on appelle la valeur dite lumière du jour, elle peut partir de 5500 Kelvin et monter jusqu'à 6500 Kelvin. À 5500 Kelvin, on est sur un choix qui est un petit peu jaune. Pour beaucoup de photographes, c'est difficile. Les professionnels en retouche photo peuvent choisir ce réglage. C'est pas évident, pas pour un débutant en tout cas. 6005, c'est un petit peu froid. C'est le choix que font d'habitude les photographes de mariage, les photographes de sport, les photographes de reportages sociaux. Et à 6250, on est un tout petit peu froid. Peut-être que 6000, ça peut être un bon équilibre. Hein. Je connais pas mal de photographes qui travaillent à 6000 Kelvin. À 6250, comme l'écran est un tout petit peu froid, le travail que François va faire en termes de retouche, eh bien, il va se traduire par le fait qu'il va se battre en fait avec un écran qui est un tout petit peu trop froid, donc qui donne un tout petit peu trop de bleu, et donc il va compenser. Donc il va avoir d'office des fichiers qui vont être un tout petit peu plus chauds. Et à l'impression, c'est ce qu'il obtient et c'est ce qui le satisfait. J'en ai discuté avec lui, et son choix, il est volontaire de travailler à 6250 Kelvin. Et bien entendu, pour tous ses travaux photos, ça veut dire que au moment du tirage, il aura une petite dominante un tout petit peu plus chaude. C'est ce qui lui plaît. C'est pour ça que je vous ai mis, ensuite, vous allez ajuster en fonction de votre pratique. Si vous voulez être neutre de chez neutre, eh bien, peut-être que vous allez vous mettre à 5800 Kelvin ou 5005, qui est le choix, par exemple, pour les gens qui travaillent dans la reproduction d'œuvres d'art, comme par exemple les photographes de la réunion des musées nationaux. Donc ça, c'était les conseils. Calibrer son Ah, écran, il en a parlé. Vas-y. non, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis. Ça dépend effectivement de la pratique, mais pour ceux qui se sont pas encore complètement lancés là-dedans ou qui hésitent, 6000 ou 6200, il faut pas hésiter, il faut prendre ça et puis faire ces tirages et pas réfléchir. Il y a après effectivement des photographes hyper spécialisés dans des contextes qui vont aller dans aller au-dessus ou en dessous pour des trucs qui sont hyper techniques et pointus, mais faut pas se prendre la tête, quoi. Faut prendre les valeurs moyennes et pour 99% des cas, je pense que ça marche. En fait, l'erreur à pas commettre, c'est de pas calibrer son écran. À partir du moment où vous le calibrez et vous comprenez le choix que vous faites, et vous pouvez, pour prendre ce choix, faire quelques expérimentations si vous le souhaitez. Mais le gros intérêt de calibrer son écran, c'est qu'il va être prévisible, il va vous permettre de savoir quelle est la valeur neutre à partir de laquelle vous allez travailler. Bon, j'ai juste le soleil qui arrive. Là, c'est vraiment dingue. Triple intérêt du calibrage, des couleurs plus justes, moins flatteuses, une amélioration de la durée de vie du matériel. Il faut savoir qu'un écran bien calibré, il consomme beaucoup moins d'énergie
tout simplement parce que déjà à 100 candela, il envoie moins de lumière que s'il était, par exemple, par défaut à 400 candela. Il faut savoir que le réglage showroom d'un iMac, c'est 450 candela par mètre carré. En le calibrant, en le ramenant à 100 candela, bah, il consomme moins, il s'use moins, il va vous durer plus longtemps. Là, les fabricants d'écran, ils n'aiment pas forcément que je dise ça, mais je préfère vous le redire. Et puis, réduction de la fatigue oculaire. Bah oui, parce que au lieu de vous prendre dans vos yeux 100 candela, ce qui est un réglage typique, par exemple, pour un écran calibré, si vous en prenez 400, à la fin de la journée, si vous avez fait bien de la retouche pendant 7 ou 8 heures, vous avez mal aux yeux ou à la tête. Et vous vous demandez pourquoi, bah, la raison, c'est ça. Donc, un écran calibré, il y a un triple effet: meilleure précision des couleurs, augmentation de la durée de vie de votre matériel, quel qu'il soit, et puis réduction de votre fatigue oculaire. Alors, je vous ai parlé des offres spéciales, donc on passe à ça. Digixo nous ont concocté des petites offres sympas, 10% de remise sur tous les écrans BenQ. Alors, il y en a 4, je vais vous les montrer. C'est valable du 23, donc aujourd'hui, jusqu'au 3 octobre. En utilisant le code magique couleur, vous aurez 10% de remise. Il faut savoir qu'en plus de ça, je crois que vous pouvez les avoir sans frais de port si vous allez les collecter. Par exemple, à Paris, ils ont un bureau à côté d'Opéra. Il faut regarder sur leur site, je ne connais pas forcément tout. Donc là, j'ai montré le 24 pouces, qui est un écran à moins de 500 € TTC sans la Pro. Donc voilà, je pense que c'est assez intéressant. Ça, c'est l'offre d'écran de retouche photo qualitatif. Si vous êtes un peu contraint en budget ou en taille, parce qu'un 24 pouces c'est un peu plus petit, c'est intéressant. À côté, j'ai mis le 27 pouces pardon, en 2K, qui est le SW270C, qui est à moins de 800. Et puis, j'ai mis la comparaison entre un 24, un 27, un 32. À gauche, vous avez le SW271C dans son environnement chez un photographe qui s'appelle Antonio Gaudencio. Et puis le 32 pouces, qui est celui que François vous a montré et sur lequel il travaille ces jours-ci, et qui sont des écrans 4K UHD, HDR, donc qui vont permettre pour ces deux modèles, 271C et 321C, de travailler la photo, mais aussi la post-production vidéo pour ceux d'entre vous qui font photo et vidéo. Alors bien sûr, ils sont un petit peu plus chers, mais plus ils sont chers, plus c'est intéressant d'avoir 10% de remise dessus. Vous ferez vos choix. Les différentes tailles, bah souvent on me demande, ouais, c'est bien gentil les pouces, mais si je les rajoute, ça fait combien en centimètres? Donc je vous les ai mis en centimètres, avec les diagonales, et puis hauteur et largeur. Si ça vous tente, vous faites une capture écran. Sinon, vous l'aurez dans le replay de ce webinaire, puisque pour toutes les personnes qui participent ce soir, ou ceux qui nous rejoindraient à un autre moment, ils auront accès au replay. Et comme Digixo, ben, ils étaient dans un état de bonne humeur, ils ont décidé de rajouter encore 15% de remise sur les produits Calibrite. Donc la sonde que vous a montré François tout à l'heure, donc ça c'est la Color Checker Display Pro. Donc ça c'est un produit Calibrite qui permet de calibrer l'écran BenQ 32 pouces que vous avez vu tout à l'heure. Alors ces sondes-là sont des sondes à base de verre et qui ont au niveau du logiciel la possibilité de faire ce qu'on appelle un calibrage hardware. Donc le calibrage hardware pour l'écran BenQ, il va se faire avec le logiciel BenQ qui s'appelle BenQ Palette Master Element et qui va permettre littéralement de faire communiquer la sonde avec l'écran lui-même. Au niveau des réglages, c'est beaucoup plus précis que s'il y a un intervenant humain. C'est plus précis, et c'est stocké aussi dans l'électronique de l'écran. Ce qui fait que François, il vous a montré tout à l'heure, il est connecté avec un portable. Et bien quelqu'un d'autre, je ne sais pas, peut-être que sa femme, elle veut faire une retouche photo, elle branche son portable, elle va pouvoir accéder au 32 pouces et au réglage du calibrage, puisqu'il est stocké dans l'écran et non pas dans le disque dur du portable de François, alors même qu'elle-même, elle a un autre portable, ben, elle va pouvoir bénéficier de ça. Donc ça peut être intéressant. Et Calibrite, en plus de ça, là jusqu'en décembre, ils offrent une version de Luminar AI, qui est un logiciel qui permet de faire des choses un petit peu plus basiques, avec des effets de... C'est des presets, mais qu'on peut modifier. Vous regarderez ce que ça donne. Et ça, c'est... Il n'y a aucune... dès que vous achetez une sonde Calibrite, vous aurez le logiciel Luminar. Ça, c'est en plus des 15% de remise de chez Digixo. Alors les 15%, c'est sur tous les produits Calibrite. Et en plus de ça, il y a le logiciel Luminar offert, mais uniquement sur les sondes, pas sur les chartes. Les chartes, elles n'ont pas le logiciel offert en plus, mais ça peut intéresser certains d'entre vous.
si vous aviez envie de vous équiper. Voilà, ça c'était la petite page de publicité. Je vais l'arrêter tout de suite. J'arrête de montrer mon écran. Voilà. Et maintenant, on va passer à la session questions-réponses. Alors, déjà, moi j'avais une première question pour toi, François. On a oublié de faire les sondages. Donc, on pourrait faire un petit sondage. Puisqu'on a parlé d'écran, je vais vous lancer un petit sondage et je vais vous proposer de voter. C'est dans l'ambiance en ce moment aussi au niveau politique. Et je vais lancer ce premier sondage. Voilà, votre écran à vous, il est comment? Alors vous pouvez participer, lancer votre vote, et ensuite on dépouillera le résultat du vote. Voilà, je laisse encore quelques instants. Très bien. Alors, on va partager. Ah, il y a encore des personnes qui veulent répondre. Allez-y, bientôt fini. C'est bon. Allez, on va partager le sondage. Je le ferme et je partage les résultats avec vous. Donc, personne n'a répondu que votre écran est très brillant sur votre smartphone. 4%, il couvre 100% des SRVB sur votre ordinateur portable. 69%, il couvre Adobe RVB. Et je le calibre chaque mois, bravo. C'est un très bon taux. 19%, bah, oui, puis ça peut être honnête aussi. Hein, vous le calibrez quand vous y pensez. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'idéal, c'est de le calibrer une fois par mois. Si un mois vous oubliez, et que vous calibrez au bout de 2 mois, c'est pas la fin du monde. Et puis, c'est un écran bureautique réglé par le fabricant. Bah, vous n'aurez pas toutes les teintes. C'est-à-dire qu'un écran de qualité, je vais fermer ce sondage. Donc, un écran de qualité, bien calibré, eh bien, il va vous donner plus de détails, notamment dans les basses lumières, dans les très sombres. Dans les hautes lumières, vous savez, toutes ces petites teintes que vous allez, par exemple, retrouver au niveau d'un nuage qui est très éclairé, eh bien, on ne les aurait pas, par exemple, avec un écran bureautique qui ne serait pas calibré, alors qu'on va l'avoir avec un écran graphique comme les BenQ, bien calibré, puisqu'on va avoir ces petits niveaux de détail en plus. Et bien entendu, toute la gradation des tons dans les dégradés et dans les choix de couleurs, puisque c'est bien plus précis. Merci vous êtes prêté à ce petit sondage. On va faire quelques questions, puis je vous referai un deuxième sondage. Alors, dans les questions, François, beaucoup de questions sur mais tes tirages, est-ce que tu les fais toi-même sur ton imprimante? Et est-ce que ton imprimante, tu as des profils? Comment tu as choisi tes papiers? Alors, on ne va pas y passer beaucoup de temps parce que ce n'est pas le sujet principal, mais j'aimerais bien quand même que tu nous le dises dans les grandes lignes. Je fais mes tirages moi-même quand donc l'imprimante là elle fait du A2 jusqu'au A2 et après j'ai un tireur pour tous les tirages qui dépassent ce format. Par exemple, Prayers, je vous ai montré une espèce de petit patchwork au départ. À Arles, j'en avais un grand tirage comme ça qui faisait 1,70 m sur 1,20 m. Bon, là, forcément, je passe par un tireur, mais sinon, je le fais moi-même et j'ai pas calibré mon imprimante. Bien ou pas bien, j'en sais rien, mais ça me convient parce que là, au pire, je fais toujours des petits tests. Je fais parfois des petits ajustements, mais je n'ai pas encore franchi le pas de calibrer l'imprimante. Et puis après, les choix des papiers, franchement, pour moi, c'est hyper important. Ça veut dire que le projet n'est pas fini, donc je n'ai pas trouvé le papier qui va bien. Et là, je fais des tests. Donc, je fais des tests avec des petites vignettes. J'ai mes idées au départ. Des fois, mes idées ne sont pas les bonnes. Pour Saint-Bazourou, je voulais un papier très lisse. J'ai commencé avec le Ultra Smooth de Hanemul et ça ne fonctionnait pas du tout. Tout le monde m'a dit ah mais pourquoi tu n'imprimes pas sur des papiers japonais et en fait c'est beaucoup trop texturé et la texture casse la lecture simple du trait. Donc c'est vraiment très moche. Donc c'est de l'expérimentation. D'accord, très bien.
Combien de temps tu as passé sur chacune des séries? Ça, c'était une question de Aline qui dit, bah oui, mais ces séries, c'est bien, mais ça prend combien de temps de faire une série comme soit Sen Bazuru, soit celle qui s'appelle Prayers? Le problème de mes séries, c'est qu'il faut savoir s'arrêter, puisque, comme je vous l'ai dit, le principe, c'est des choses que je vois dans ma vie de tous les jours. Et du coup, si je les vois dans ma vie de tous les jours, je les vois tout le temps. Donc, Saint-Bazuru, alors c'est pas tout le temps, d'accord, c'est l'hiver. Moi, je suis originaire du sud-ouest, donc les grues passent l'hiver à côté de là où j'ai vécu. Donc, les 36 photos du projet, donc qui font les 1000 grues, elles ont été faites sur une période de 10 ans. J'aurais pu raccourcir ça en faisant plus de voyages spécialement pour le faire, mais pour moi, c'était un projet qui nécessitait du temps. Donc voilà. Et puis pour Prayer, c'est pareil. Chaque fois que je prends le métro à Paris, je pourrais faire des continuer, mais il faut savoir s'arrêter. Donc Saint-Bazourou, j'ai fait un livre, donc pour moi, c'est terminé. Et puis Prayers, j'ai plus de 50 photos. J'en ai d'autres que j'ai pas encore préparées. Donc je considère que j'ai plus ou moins arrêté. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis après, il y a eu le coronavirus, donc c'était moins facile. Donc quand il y a une idée et que c'est de la répétition dans la vie de tous les jours, moi, ça me prend du temps. Voilà. Donc, j'ai pas mal de projets en parallèle. Et puis, à un moment donné, souvent à l'occasion d'expositions, bah, ça se formalise. Mais voilà, j'essaie de les arrêter quand j'ai une expo. Très bien. Tu as montré un cercle des couleurs. Euh, de quoi s'agissait-il? Est-ce que c'était le principe des couleurs de Itten ou Je sais pas, je comprends pas la question, mais je peux le remontrer. voilà, Non, mais c'est l'idée c'est le, des c'est le couleurs cercle des couleurs qui permet de voir les couleurs opposées, complémentaires, adjacentes. la différence des couleurs. Et ça me sert parfois, pas toujours, pour être honnête, mais ça me sert parfois quand dans une même photo, il y a différentes couleurs pour rechercher les harmonies ou des fois pour comprendre pourquoi la photo, je l'aime bien, mais elle fonctionne pas. Donc c'est plutôt sous cet aspect-là. Et je trouve intéressant de l'avoir sous la main, comme rappel un petit peu. Moi, je suis un spécialiste de la couleur et de la chromie. Comme si vous avez travaillé avec des retoucheurs, ils Mhm. connaissent ça absolument par cœur. Moi, c'est pas mon cas, donc c'est un bon rappel pour moi. Très bien. Alors pour en savoir plus là-dessus, sachez qu'il y a tout un travail de plusieurs auteurs, au départ inspiré par Iten, ça s'écrit I-T-E-N, vous regarderez sur Wikipédia. Mais depuis, il y a tellement d'autres choses. Et il y a la possibilité de travailler donc sur les couleurs adjacentes, complémentaires, en opposition. On peut travailler sur les camaïeux de couleurs. Donc un camaïeu de couleurs, là, je sais pas, je vais vous prendre un nuancier Pantone. Ce serait par exemple, voilà, au départ, c'est une teinte et on va augmenter sa densité, ça ce serait un camaïeu. On peut travailler donc sur les couleurs en opposition, sur tout ce dont on a parlé. Et à chaque fois, ça va créer, et ça va créer dans l'esprit de celui qui regarde une réaction qui peut être différente. On peut décider aussi exprès de mettre des couleurs qui jurent, mettre un rose à côté d'un orange, si on veut créer un malaise, par exemple. Tout ça, c'est possible, y compris des choses qui sont ratées. Donc, on vous invite à expérimenter. Mais c'est très intéressant. Il y a plein de choses sur le choix des couleurs. Regardez, il y a aussi des travaux de Annie Mollard-Desfours, qui est une chercheuse au CNRS, qui a fait un gros travail sur les couleurs et notamment les liens entre les couleurs et le vocabulaire. Et puis, bien sûr, il y a des, des livres qui s'appellent Le Noir, Le Vert, Le Rouge. Alors, est-ce que j'en ai un ici? Oui, j'en avais certainement, je ne sais plus où ils sont, avec un auteur qui est passionné de héraldique, dont j'ai complètement oublié le nom, mais qui est super. Vous trouverez ça en librairie. Il y a des traités aussi sur la couleur au niveau du graphisme, mais bien entendu, tous ces choix de graphisme et de design peuvent s'appliquer en photographie avec des choix que vous allez retrouver dans Lightroom, dans Photoshop. Et le produit qui est peut-être le plus pointu là-dessus, ce serait dans Capture One, qui a un système de roue des couleurs qui permet d'aller faire des choix très pointus aussi. Pas mal. C'est Pastoureau. Merci Christian. Je savais bien qu'il y en aurait un qui
qui aurait le nom. Donc Michel Pastoureau qui a fait tout ce travail sur la couleur depuis des années, et c'est assez passionnant parce qu'il y a aussi le côté culturel. Les photos dans le métro, comment opères-tu? Demande Jean-Pierre. Mais je crois que tu l'as dit peut-être au début, Ouais, mais si tu peux pas rentrer repréciser. dans le détail. Mais dans le métro à Paris, il y a des endroits où il y a des places à quatre, donc deux personnes qui font face à deux autres personnes. Et pour avoir toujours le même cadrage, je prends les photos que quand je suis assis en face de mon sujet. Donc, des fois, je vois des choses extraordinaires, mais je peux pas m'asseoir en face. Et quand j'y arrive, du coup, j'ai l'appareil photo suivant la saison qui est caché dans un manteau ou des choses comme ça. Et l'avantage, c'est qu'il est posé de toute façon au niveau de mon ventre ou sur mes jambes. Et du coup, il est exactement à la hauteur des mains de la personne d'en face. Donc, je peux pré-régler, enfin, tout est pré-réglé, en vrai. Euh, donc la vitesse, l'ouverture, les ISO, et j'ai plus qu'à prendre la photo. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut que le métro soit à l'arrêt, que l'éclairage soit le bon, que la personne ne bouge pas les mains. Euh, mais voilà, donc l'appareil photo est caché ou la personne ne s'aperçoit pas que je prends la photo, suivant les cas. Euh, et donc métro à l'arrêt et tout pré-réglé. Je sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Donc c'est des Oui, photos à la sauvette. Hmm. Mais comme on peut pas reconnaître les personnes, tu restes dans le cadre de la loi. En tout cas, s'ils sont pas reconnaissables. Non, ils sont pas reconnaissables. Et comme je disais tout à l'heure, je vais surtout pas le demander parce que si je commence à essayer d'expliquer, ça va prendre 5 minutes, la personne sera sortie du métro, même si elle était d'accord. Et puis je perds, comme je disais, le caractère, les forces et les tensions qu'on peut voir dans les mains. Donc voilà, c'est un vrai choix. C'est plus facile, hein, en vrai, même s'il faut que j'arrive à me cacher. Mais c'est quand même, ouais, c'est ce que je veux rendre. Super. Alors, concernant les couleurs des mains, est-ce que tu utilises la partie étalonnage du menu Lightroom? La partie étalonnage qui est en bas, complètement. Non. Je garde l'étalonnage standard, donc je sais pas, c'est version 5 là. Mhm. Et c'est une partie que je maîtrise pas bien, et dans ma logique d'artisan, je passe parfois un petit peu plus de temps sur des trucs que je maîtrise, euh, plutôt de me lancer dans des choses que je maîtrise pas. Donc, j'ai joué un petit peu avec ça, mais pas beaucoup, et donc je traite ça directement avec les curseurs couleurs. Très bien. Une question technique à laquelle je vais répondre si tu veux. Euh, Comment on compare un écran BenQ SW321C comme celui que tu utilises avec un Apple Retina? Alors, les Retina, ils sont extrêmement précis au niveau de la résolution. Hein, donc, c'est du 6K et Apple est en train de bosser là bientôt sur des 8K. Donc, nous, on est sur un 4K qui a l'air d'être donc d'une résolution plus faible. Pour autant, on est sur une dalle. Alors, je vais remettre ma caméra. C'est une dalle IPS mat qui est spécialement prévue pour un rendu des couleurs sur toute la surface de manière homogène. Et ça, ce n'est pas l'objectif lorsqu'on fait des écrans bureautiques. Il faut savoir que 95% des utilisateurs d'iMac et donc souvent d'écrans Retina utilisent l'écran pour regarder des séries télé, des différentes choses, et puis les réseaux sociaux, et non pas pour fabriquer du contenu comme le fait François. Et donc, les écrans correspondent bien à cette utilisation qui est, ça en jette, les couleurs en fait sont un petit peu trop saturées, le point blanc est trop bleu, mais ça correspond à une image flatteuse. Et c'est ce qu'Apple livre, c'est très bien, pour ce travail-là. Mais si vous, ce qui vous intéresse, c'est de pouvoir contrôler vos images et de faire le détail fin quand François il retouche les mains et puis que dans toute sa série il faut qu'il y ait une continuité, ça ce sera nettement facilité si vous prenez un écran graphique et qui soit bien calibré. Et cet écran il est graphique parce que c'est une dalle IPS mat avec des choix très précis au niveau de l'électronique et aussi du logiciel qui est fourni avec, qui permet cette homogénéité de la dalle de l'écran. Donc bon, ça se joue au niveau des composants, je ne vais pas rentrer dans les détails.
Et c'est sûr qu'il y a un vrai plus. Et on peut parfaitement combiner, puisque je crois qu'il y a une personne qui me demande, et qui lui, il a déjà un écran Retina, vous allez pouvoir rajouter en deuxième écran un écran BenQ qui va être moins flatteur. Donc, une image que vous avez sur le Retina, vous allez peut-être la trouver super jolie, très pétante au niveau des couleurs. Et quand vous allez la passer sur le BenQ, qui est un vrai écran de retouche photo, elle va vous paraître un tout petit peu plus terne. Elle sera mate, sauf que là, elle ressemblera furieusement au résultat à l'impression. Une autre question qui a été posée, c'est mais est-ce que c'est une bonne idée de calibrer l'écran si on n'a pas fait de profil d'impression? Bien en fait, la première étape dans toute gestion de la couleur, c'est d'abord de calibrer l'écran. C'est toujours un gain. Et en calibrant l'écran, dans la très grande majorité des cas, à moins que vous ayez une imprimante qui soit déréglée, vous allez réduire l'écart entre l'image que vous avez à l'écran et l'image imprimée. Après, peut-être qu'il faudrait que je vienne chez toi et que je te montre ce que ça pourrait donner de créer un profil aux petits oignons, mais ça peut être une étape par la suite. Une autre personne m'a demandé, mais pourquoi 6250? Puisque du coup, c'est un tout petit peu bleu, c'est un petit peu froid, mais c'est un choix artistique. De la même manière que vous avez des personnes qui souhaitent prendre des photos en rajoutant peut-être un filtre. Pourquoi pas? Et c'est un choix artistique. La bonne démarche, si vous voulez être très neutre, ce serait peut-être d'être un petit peu moins froid et de vous mettre à 6000 Kelvin, voire à 5008, voire à 5005. 5005, je répète, je ne le recommande pas aux débutants, vous allez galérer, mais les autres réglages sont valables. À l'œil nu, quand on a deux écrans côte-côte, 200 Kelvin d'écart, vous pouvez le voir, mais uniquement dans ces conditions-là. Il ne faut pas oublier qu'on est sur des réglages fins. Et pour moi, les réglages entre 5500 Kelvin et 6500 Kelvin sont valables pour faire de la retouche photo. Ensuite, je répète, ce sont des choix. Alors, si vous allez trop loin, que vous allez à 5000, ce sera carrément trop jaune, vous n'allez pas y arriver. Et si vous êtes à 7000, 8000, 9000 Kelvin, il faut savoir que les écrans Asus pour le showroom sont livrés à 9000 Kelvin. C'est tout bleu, mais on s'y habitue malheureusement, puisque notre cerveau s'habitue à ces réglages-là. Donc, c'est vous qui ferez vos choix. François, il vous a pas dit suivez tous exactement mon modèle. C'est pas du tout son discours. C'est de vous dire voilà comment lui il travaille, et je trouve que c'était ça qui était intéressant. Alors, Si je peux apporter juste en quelques secondes, hein, moi j'y connaissais rien au début, donc j'ai fait quelques tests, et puis de toute façon j'ai bien vu en regardant un peu à droite et à gauche que les valeurs moyennes c'était voilà, 6000 ou 6200 et que ça passait bien. J'ai essayé, ça m'allait, et après ce qui est important c'est le tirage. Donc qu'on soit à 6000 ou à 6250, à la fin, moi j'ai le tirage, et donc c'est juste un écart par rapport au tirage que je règle dans Lightroom, mais effectivement, du coup, moi j'aime bien les images un peu chaudes, et ça rend tout petit peu plus chaud que si j'étais à 6000, mais la différence est mineure, et moi elle me va bien. très bien. Est-ce que quelqu'un t'a déjà vu, est-ce qu'une personne a déjà vu que tu l'avais photographié et comment est-ce qu'elle a réagi? Non, personne n'a vu. On t'est Peut-être une prévu. fois ou deux, j'ai eu des doutes, j'en sais rien, mais ils ne me l'ont pas dit, donc non. Mais par contre, l'année dernière, alors j'avais commencé à montrer la série, et il y a quelqu'un qui est passé, qui a regardé, et qui m'a dit, mais ça, c'est les mains de ma femme. Euh, j'ai la petite goutte, en même temps, il y a rien de, enfin, ça serait pas grave non plus, je trouvais ça presque rigolo. Et lui était persuadé, il a dit, attendez, je reviens avec ma femme, donc il est revenu une heure ou deux après avec sa femme, on a comparé les doigts et les bagues, et en fait, c'était pas les mains de sa femme, mais c'était extrêmement ressemblant. Voilà, c'est le plus proche que j'ai eu mais vous m'avez pris en photo. Et tu as un appareil photo assez discret, j'imagine que t'as pas un truc. Ouais, mais je les ai fait avec plusieurs appareils photo pour faire des tests, donc des petits Fuji en général. Moi, j'aime bien Fuji. Très bien. Alors attention, Henri-Pierre Juguet nous indique qu'on peut photographier des personnes reconnaissables et même publier des photos même sans leur autorisation. Il faut seulement que les photos ne soient pas préjudiciables et ne soient pas dégradantes. Ça, c'est dans les lieux publics, mais à l'intérieur d'un métro, je pense que vous êtes dans un lieu qui est la RATP.
Et il faudrait demander peut-être des autorisations, hein. C'est pas, est-ce que à l'intérieur d'une rame du métro est vraiment un lieu public? Je suis pas sûr. Donc ce serait peut-être Les deux à sont vérifier avec un juge. Ouais. Les deux sont vrais. Juridiquement, on peut photographier n'importe qui dans la rue, contrairement à ce que les gens croient. Mais par Lieu contre, dans le public. métro, c'est interdit, en fait. Il faut demander des autorisations qu'on n'a jamais. Euh, alors, c'est interdit sur les quais. Je me suis renseigné, j'avais une idée de série. Dans le métro en tant que tel, je suppose que c'est pareil. Très bien. Plusieurs questions. Est-ce que les écrans BenQ peuvent être calibrés aussi pour la vidéo? Oui. Et en fait, dans ce cas-là, vous allez créer deux profils. Surtout quand on peut faire ce qu'on appelle le calibrage hardware, vous allez avoir un profil pour la photo. Donc l'exemple, ça pourrait être 100 candela à 6000 Kelvin, avec un gamma de 2, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis vous allez faire un autre réglage qui ne va pas viser les mêmes paramètres pour la vidéo. Et si vous travaillez beaucoup pour les réseaux sociaux et la vidéo pour les réseaux sociaux, vous allez choisir un réglage de type Rec 709. Si par contre vous faites de la production pour des gens qui ont un niveau de qualité supérieur et par exemple votre travail il est susceptible d'être présenté sur Arte, eh bien le niveau de qualité c'est le DCI-P3. Et donc les écrans BenQ, dont le SW321C qui a un 32 pouces excellent, ils sont Adobe RVB 98 à 98%. Il couvre le DCI-P3, qui est donc cette norme quand même assez qualitative. Alors il y a plus strict, hein, mais c'est déjà quand même du niveau professionnel à 95%. Et avec le logiciel Palette Master Element qui est fourni, vous pourrez le caler pour que l'écran simule exactement ce que ça donnerait, par exemple, dans une salle de cinéma. Et donc ça, c'est très intéressant. Et vous allez avoir deux profils différents puisque les réglages couleurs ne sont pas les mêmes, tout simplement parce que les conditions de visualisation ne sont pas les mêmes. Dans une salle de cinéma, vous imaginez bien, la salle, elle est noire. Il y a juste une petite lumière qui est le symbole sortie de secours qui va être allumé. Et donc, la manière dont votre œil va regarder les images n'est pas du tout le même que quand on regarde un tirage ou un écran sur lequel on regarde une photo. Et donc, c'est deux réglages différents, mais le même écran, on peut passer de l'un à l'autre. En fait, il y a une espèce de petite molette, je vais vous la montrer parce que je l'ai là, qui va permettre, pouf, vous voyez, des boutons 1, 2, 3, et vous allez pré-mémoriser sur votre petite molette qui s'appelle la hotkey puck, pif, 1, ça pourrait être le réglage calibrage photo, vidéo. Et ici, je vais peut-être programmer simulation du noir et blanc, qui n'est pas juste une désaturation, mais qui va me permettre de voir, tiens, qu'est-ce que ça donnerait mon image si je la faisais en noir et blanc. Et simplement d'un bouton, vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre, parce que on peut passer d'un projet photo à un projet vidéo. C'est d'ailleurs le plus souvent le cas. Beaucoup de personnes qui faisaient de la bonne photo se sont mis à faire un peu de vidéo, et puis après, bah, ils regardent si ça leur plaît ou pas. Donc oui, ces écrans, notamment les 4K, sont tout à fait adaptés, mais le calibrage n'est pas exactement le même. Et vous allez donc avoir deux profils et vous pouvez passer de l'un à l'autre. Le métro est bien un lieu privé, nous dit Jean-François Alexandre. C'est pas un lieu public parce qu'il faut un ticket pour y entrer. Le profil DCI-P3, quelle valeur? C'est un autre sujet. Et il y a tout un travail qui est en train d'être fait par un site qui s'appelle le blog de l'image, avec carrément une vidéo d'une demi-heure, étape par étape, comment créer le profil d'un écran BenQ pour qu'il soit réglé aux petits oignons pour faire de la post-production vidéo, voire, alors il y a tout un travail sur les luttes, etc., et comment ça s'intègre dans un environnement DaVinci Resolve. Mais c'est pas le sujet ce soir, donc promis, Jean-François, ça va venir bientôt. La salle d'expo de François à Arles, c'était où? Parce qu'il y va tous les ans. Rue Réatu, la galerie Domus Réatu, c'est au 13 rue Réatu, pour ceux qui connaissent, 13 on rue part de la Réatu. place du Forum. Et juste avant de tourner à droite dans la rue du 4 septembre, en face des meilleurs cafés de Arles. Je crois que c'est au 13 rue Réatu. Eh bien, merci. Moi, je vous propose, je vous avais dit qu'on faisait un petit sondage, on refait un deuxième petit sondage tout simple. C'est juste pour avoir votre sentiment. Pour vous, la photo, au final, quand est-ce qu'elle est terminée? Elle est finalisée à quel moment? Est-ce que c'est quand elle est dans le boîtier? Est-ce que c'est quand elle est postée sur Instagram? Est-ce que c'est quand elle est imprimée tout court, hein, on va dire vite fait?
Ou est-ce que c'est quand elle est imprimée sur le papier que vous avez choisi? Ou est-ce que c'est quand elle est imprimée, encadrée et accrochée? Bon, alors moi, en tant qu'intervenant, j'ai pas le droit de voter, Mais mais tu si peux nous j'avais dire voté, quand même. j'aurais rajouté une autre catégorie. Moi, Ah, je vais dire ce que j'aurais voté, j'aurais dit imprimé et encadré. ah bah voilà. Accroché, ça dépend des opportunités Oui, bien sûr, bien sûr. de la montrer. Mais en tous les cas, pour moi, imprimer, c'est sûr. Mais en fait, par exemple, pour la série Saint-Bazourou, j'ai mis plusieurs années à trouver les cadres qui allaient bien, en fait. Ok. Alors, il y avait plusieurs possibilités de cliquer plusieurs réponses, hein, donc il y en a qui ont cliqué sur plusieurs choses, mais donc plutôt quand elle est imprimée, voire imprimée et encadrée, effectivement. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été le type de réponse classique. Je dirais quand le numérique est arrivé, bah, au début, il y a pas mal de personnes qui imprimaient peu ou qui imprimaient plus. Et je pense que ça revient pas mal, Mm. avec un vrai intérêt. Voilà, je serais sur Paris Photo probablement, où on voit un travail où les photographes veulent aller jusqu'au bout, choisir la matière, le type de papier, contrôler les couleurs, les formes. Au niveau de l'encadrement, il y a des choses assez originales qui peuvent être faites. On a des tas d'autres choses qui vont au-delà juste de l'encadrement traditionnel et qui vont mettre en valeur ou qui vont scénariser euh, la photo au choix de l'auteur et du photographe. Merci beaucoup. Une dernière question que je vais lancer à François pour clôturer ce webinaire. Alors, je regarde juste quand même s'il y en a une. Euh... Ouais, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous ont suivis ce soir? Donc, on était un peu plus d'une centaine. Euh, Bonne question. Euh, un conseil, je sais pas, artistique, je sais pas si c'est un conseil, mais en tous les cas, moi je trouve qu'il faut avoir une démarche d'artisan et de pas trop se focaliser sur la technique. Alors, je ne sais pas si je vais me faire beaucoup d'amis en disant ça, mais comme je disais tout à l'heure, des fois, moi je ne maîtrise pas tout dans la technique à fond, ni de la prise de vue, ni des écrans, ni des sondes. Mais par contre, je sais ce que je veux comme résultat final. Et donc, plutôt que de passer du temps et des jours à essayer d'apprendre tous les réglages techniques et la finesse, je préfère faire des essais et voir à la fin, on parlait de l'image imprimée, de voir sur l'image imprimée, de m'apercevoir que c'est pas exactement ce que je veux et d'utiliser les réglages que je connais. Je parlais de l'étalonnage tout à l'heure, que je n'utilise pas, pour arriver à mes fins. Donc, j'ai rencontré pas mal de personnes qui parfois se noyaient dans la technique, noyaient dans il me faut l'objectif le plus lumineux parce que sinon mes photos ne seront pas bien, ou il me faut l'écran le plus défini du monde, ou ainsi de suite. Je pense il faut faire attention à ça, et il faut garder du temps pour la démarche artistique, quoi. Voilà. Et du coup, après, il faut un minimum de technique, comme je disais, moi j'ai un écran calibré normalement. Mon imprimante n'est pas calibrée, mais je fais de l'épreuvage, bien sûr, en fonction des profils de papier dans Lightroom, et ça me va très bien. Parfait. Ah, merci beaucoup. Merci pour cette conclusion. Et puis, moi, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que les outils, ils sont là pour aider la démarche créative. Ils sont pas là pour se substituer à cette démarche créative. Donc, si dans votre démarche, utiliser une technique ou une technologie vous fait aller plus loin ou gagner du temps, tant mieux, puisque ça va vous permettre d'être plus, de passer plus de temps sur votre acte créatif. Mais sinon, il ne faut pas faire de la technique pour la technique, quoi. C'est pas très intéressant. Merci beaucoup. Merci François. Et puis, Merci à je tous. vous envoie à tous un petit email et avec le détail, le site de François, son compte Instagram. Je sais qu'il a en tête de faire un petit événement sur la région parisienne prochainement. Donc, si vous voulez le rencontrer, eh bien, suivez son compte Instagram ou vous lui enverrez un petit email avec le lien que je vous ai envoyé pour savoir quand ça se passe. C'est pas encore calé. Voilà. Et pour voir mes photos, il faut aller sur le site. Parce qu'il y a un choix aussi de présentation et Instagram ne permet pas, surtout moi dans mes séries. Voilà. Donc Je l'ai mis, j'ai hein. un Il y a compte. vraiment le lien vers ton site.
voilà, pour les Vraiment, projets, vraiment, c'est le site et Instagram, c'est pour les, voilà, les actualités. très bonne soirée, bonne continuation. Bonsoir à tous et à un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir, merci.